Bien, bonjour à tous et bienvenue à cette conférence. On démarrait un peu de retard, il y avait quelques embouteillages qui expliquaient l'arrivée tardive de certains. Donc, heureux d'être là, de vous présenter cette conférence qui est un format donc, organisé par l'AFD de façon mensuelle dans le cadre de leur blog et de leur plateforme Idées pour le développement. Et on a la chance aujourd'hui d'accueillir 4 spécialistes de Boko Haram qui sont dont les compétences se répartissent tout autour du lac Tchad. Je pense que c'est un sujet d'actualité brûlante pour une conférence qui est sur le développement, mais là on va aussi beaucoup parler de sécurité et de politique. On a 2 heures devant nous, 1 heure de discussion ici et puis 1 heure d'échange avec vous dans la salle. Donc n'hésitez pas à préparer vos questions pour la suite. On aura, je pense, le temps d'aller au fond des choses. Et puis je vais passer directement la parole en fait aux intervenants. Je pensais répartir la chose en trois parties avec des tailles inégales selon l'intérêt, mais je pense que d'abord on va faire un état des lieux de la situation autour du lac, état des lieux militaires, sécuritaires, politiques, et puis état des lieux aussi des possibilités d'intervention, de développement quand il s'agit d'Hélène Vidon pour l'AFD ou d'aide humanitaire quand il s'agit de Suzanne Malone. Simplement, donc état des lieux d'abord, ensuite moyens de lutte contre Boko Haram. Je crois que c'est quand même un peu l'essentiel. Et derrière ça, garder un petit chapitre ouvert pour les points d'attention. Est-ce qu'il y a des choses à garder dans son radar pour voir un peu la prospective et la suite des événements. Donc moi-même, Serge Michel, je suis le responsable du Monde Afrique, qui est donc ce média lancé par Le Monde en ligne qui s'occupe de l'Afrique pour les Africains aussi et pour les gens qui s'intéressent à l'Afrique. Donc c'est un média qui a 1 an et demi aujourd'hui et on diffuse, on continue sur Internet des informations en visant une audience bien sûr francophone mais surtout africaine. Alors, je commence peut-être par l'état des lieux. On voit qu'il y a une contraction de Boko Haram, en tout cas sur le territoire nigérian, suite à un peu reprise de contrôle par l'armée nigériane de certains territoires. Et en même temps, Boko Haram semble conserver une force de projection, et on l'a vu très récemment à Bosso, au Niger. Marc-Antoine, comment vous voyez les choses? Est-ce qu'on est dans une période de resserrement, de retrait, ou au contraire de diversification du mouvement? Et peut-être, vous, du point de vue plus nigérian, dites-nous un petit peu comment vous voyez l'état des forces de la milice, ou comment on l'appelle, du mouvement terroriste. Oui, merci. Je pense qu'il y a eu une amélioration quand même depuis l'année 2014, lorsque Goodluck Jonathan était au pouvoir et qu'effectivement le groupe tenait des territoires entiers dans le Borno, qui est limitrophe donc du Niger, du Tchad et du Cameroun. Donc là-dessus, il y a eu contraction. Je vais à Maïdougouri, c'est vrai que là j'y étais il y a 1 mois et que la situation s'est beaucoup améliorée pour ce qui est de la sécurité dans cette ville. En revanche, le Borno rural, effectivement, continue d'être affligé par ce groupe. Alors, souvent on dit que le groupe s'est étendu aux pays voisins. Tout dépend ce qu'on veut dire. C'est-à-dire quand le groupe apparaît, finalement se construit au milieu des années 2000, il a déjà des supporters dans les pays voisins. Ce qui s'est passé, c'est que pendant longtemps, au Niger, au Tchad et au Cameroun, le groupe avait une sorte de pacte de non-agression mutuelle qui fait qu'ils allaient se ressourcer au Niger, au Tchad ou au Cameroun, et puis ils attaquaient au Nigeria. À partir du moment où ce pacte a été remis en cause, effectivement, il y a eu non pas une extension de l'influence du groupe, mais une extension de l'ère d'opération militaire, ce qui est quand même un petit peu différent. Donc il y a eu une coalition internationale qui en fait existait dans les limbes depuis 1998, mais qui a été reformulée avec un mandat plus musclé pour la lutte contre le terrorisme et qui a commencé à vraiment rentrer en action en 2015. Le souci, c'est que la coordination reste encore à améliorer, disons, entre les 4 États. C'est quand même une des rares opérations multinationales qui est purement financée par des pays africains. Et il y en a 3 qui subissent aujourd'hui la baisse des prix du baril, ce qui donc affecte aussi leur capacité à engager leurs troupes sur le terrain. Nigeria, Niger
Niger et Tchad. Là, vous avez un peu sauté sur la question des moyens de lutter et on reviendra, je pense, à cette question du financement de la force multinationale. Juste sur la capacité de projection au Niger, ça vous a surpris l'attaque de Bosso? Vous y pensiez que Boko Haram avait cette capacité de le faire encore? Quand j'étais il y a un mois à Maïdougouri, en fait, il y a eu un événement avant qui était à Kareto, qui est près de la frontière, où Boko Haram a tué au moins une centaine de soldats nigérians. Il n'y a pas eu un mot dans les médias parce qu'en fait, la presse nigériane, et c'est un des grands succès de l'actuel président Buhari par rapport à son prédécesseur, c'est que la presse est muselée. Donc effectivement, on ne sait pas quand le groupe tue des militaires. Donc on veut nous faire croire que le groupe est techniquement défait, qu'il en est réduit à l'arme du pauvre, qui est l'attentat suicide. Mais le groupe en fait continue de mener des batailles rangées. Donc juste avant Bosso, on savait déjà très bien que le groupe avait la capacité à agir de façon quasi militaire. C'est-à-dire qu'on a un peu un problème aussi dans la mise en récit du terrorisme dans le Sahel africain, qui est de considérer que ces groupes ne mènent que des attentats. Mais il y a aussi un côté guérilla, si vous voulez. C'est-à-dire effectivement des batailles rangées entre des forces militaires, sauf qu'eux n'ont pas d'uniforme, encore que leur turban, leur peinture noire, etc. peuvent être assimilés à une sorte d'uniforme. Mais il y a vraiment aussi des aspects très militaires dans ces questions. Pour moi, c'était pas du tout une surprise, surtout qu'il faut déconstruire ce discours de propagande qui veut faire croire que depuis décembre, officiellement, le groupe serait techniquement défait. Non, là, c'est pas vrai. Contraction, mais pas défaite. D'accord, peut-être passons au Cameroun. Christian, vous avez là aussi il y a une activité assez débordante, en tout cas débordée de la frontière. Comment vous voyez cette attendez, je crois que vous n'avez pas de micro. On va en prendre un des deux ici. Voilà, il marche. Du Cameroun, on a un triangle très Boko Haram entre Kerawa, Mora, jusqu'à Waza, avec une sorte d'épicentre qui est le canton de Kolofata, qui est un canton Kanuri. Et où, là, on sait très bien que sur ce canton qui a 80 000 personnes, nous avons 700 jeunes qui sont partis et il en resterait qu'une centaine, 150 qui n'auraient pas été tués, d'après le décompte des notables de la chefferie de Kolofata. Alors là-dessus, moi, ce que je voulais voir, c'est un petit peu ce qui s'est passé quand Boko Haram a senti qu'il y avait la coalition qui se préparait. Au milieu des années 2014, on a eu une espèce de trek, ce qui compare à une Idja, un Négir. Ils ont mis les voitures en route et ils sont partis sur le lac. Et là, quelques temps après, on a eu des attaques sur le lac et en particulier, on a eu Bagakawa où on avait 2000 morts et tout ça. Et ils se sont introduits dans le lac. Et ce qui est intéressant, c'est que le choix qu'ils ont fait, c'est de s'introduire dans la cuvette nord. Pourquoi la cuvette nord ? Parce que c'est une zone beaucoup plus défensive. C'est là où on est loin de tout, y compris on est loin de Djamena. Et pour les Tchadiens, c'était la grosse menace, c'était quand même l'armée tchadienne. Et on se retrouve dans une zone qui est entre le Nigeria, le Niger et le Tchad. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette zone-là, cette cuvette a été vidée dans les années 80, l'eau est revenue une décennie plus tard, et il s'est passé quelque chose qui est assez étonnant, c'est qu'elle a été colonisée par un arbre, le prosopis, donc juliflora, qui ensuite, quand l'eau est revenue, a créé une forêt morte dans l'eau. Donc c'est inapprochable, c'est-à-dire que pour aller toucher Boko Haram dans cette cuvette, depuis les rives, ce n'est pas possible. Donc ils se sont embusqués là. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Alors, on est aux aguets, on ne sait pas ce qui se passe. Le Tchad a essayé, à un moment donné, sur la grande... Il y a deux cuvettes. Vous avez la cuvette sud avec les eaux libres. Je crois qu'il y avait des cartes éventuellement pour voir ce que vous... La cuvette nord. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle la grande barrière. Donc, Idriss Déby a essayé d'entrer et de couper. Et là-dedans, ça s'est finalement, on le sait maintenant, assez mal passé. C'est-à-dire que ces troupes se sont un peu débandées, l'armée tchadienne sait très bien faire dans le sable, sait très bien faire dans le caillou, elle ne sait pas faire dans les marécages. D'ailleurs, quelle armée saurait faire dans des marécages avec des papyrus qui font 4 mètres de hauteur, Donc là-dessus, ils sont embusqués dans ce lac Tchad, ils ont, dit-on, amener leur gouvernement, c'est-à-dire qu'ils ont laissé des bandes de Boko Haram qu'on pourrait dire qui sont très territoriales.
c'est-à-dire ceux qui sont entre Madagali et puis Gwoza, dans le pays Margui, ceux qui sont sur la frontière, on a 4000 fous de Dieu sur la frontière qui va de Kerawa jusqu'à Fotokol, et là on dit ceux-là ont été laissés parce qu'ils ont des techniques à eux, ils sont proches de leur famille, et c'est le gros, j'allais dire, des émirs et autres qui sont passés sur le lac en disant on va tenir, parce que devant cette coalition, on ne sait pas ce qui va nous arriver, donc on va tenir là. Mais est-ce qu'on peut tenir sur le lac ? Ça, c'est le problème. Personne n'a jamais tenu sur le lac. Quand les gens d'Issenabré se sont repliés également dans la cuvette nord, ils ont fait 3 ans, ils ont vendu leur Kalachnikov et leur vareuse. Alors il faut vivre petitement, c'est-à-dire on a des gens de l'armée tchadienne déflatés qui contrôlaient avant à partir de l'île de Kofia les pêcheurs et qui là se sont mis, une fois que le Nigeria avait envahi toute cette région, toute cette côte jusqu'à Darak, voyant que le Cameroun ne réagissait pas, ils se sont installés là en disant nous on va faire notre petit trafic dans cette zone-là, dans les eaux territoriales camerounaises. Ils sont toujours là. Le Cameroun ne les chasse toujours pas. Mais que se passe-t-il ? Et c'est là qu'on est. On n'est plus dans l'histoire immédiate. On est dans les jours dans lesquels nous vivons, dans le mois de juin. On a une grosse attaque sur Darak, où on n'attendait pas Boko Haram, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans le lac. Nous, on les croyait vers Bosso, on les croyait dans cette zone-là, mais d'un seul coup, on voit qu'ils font mouvement vers les eaux libres. Mais c'est une folie, parce qu'il y a les drones. Les eaux libres, on va les voir arriver avec leurs grandes barcasses de 15 mètres et les gros moteurs de 40 chevaux, ce qu'ils appellent les hors-bords. Là, on va les voir. Et donc, on a 40 pêcheurs qui ont été tués dans une île près de Darak. Alors, que veulent-ils ? Est-ce qu'ils veulent chasser l'armée, disons, les déflatés de l'armée tchadienne qui sont là et reprendre leur place ? Est-ce que c'est un acte de piraterie ou est-ce qu'ils ont envie de récupérer, parce que c'est la zone la plus poissonneuse et la plus riche. Donc voilà où nous en sommes. C'est-à-dire qu'on a des inconnus. Bosso, je suis d'accord avec Marc-Antoine, c'était attendu. C'est attendu parce qu'on ne peut pas vivre sur le lac, il faut piller. Les populations qui étaient avant là, c'est-à-dire les Yédina et les Boudouma, ont fait constamment des pillages pour compléter. Sur le lac, ils vont avoir un peu de lait, le bœuf courri, du poisson, mais du grain, ils ne vont pas en avoir. Et permets-moi de compléter sur un point important. Et pourquoi ils ont besoin de piller ? Parce qu'ils ont faim. Et s'ils ont faim, c'est parce qu'il n'y a pas d'argent de Daesh. Voilà, c'est ça. Pour les questions ultérieures. Bon, merci Christian. L'état des lieux, il est aussi humanitaire et développement. Peut-être on commence par l'humanitaire et l'humanitaire d'urgence. Quelle est votre marge de manœuvre aujourd'hui pour agir dans une zone de grande violence quand même ? Merci et merci pour l'invitation parce que je pense que c'est vraiment important que l'humanitaire fasse partie de tout ce qu'on discute aujourd'hui. J'ai 2 minutes pour ma réponse et je voudrais quand même commencer avec une chose qui peut-être pas très polie, mais je pense que le titre de cette conférence, il est un peu erroné. Le titre est « Face à Boko Haram, comment agir dans le bassin du lac Tchad ». En effet, je pense que la question devrait être plutôt face à une crise humanitaire majeure qui ne reçoit pas assez d'attention internationale, face à des millions de populations avec une extrême vulnérabilité, face à des populations dans des zones qui souffrent d'un abandon complet pendant des décennies d'infrastructures, d'investissements par leur gouvernement, par le secteur de développement, comment agissons-nous ? Et pour faire cette première partie de faire l'état des lieux, je vais laisser juste parler les chiffres. En ce moment-là, dans la zone du lac Tchad, on a à peu près 2,8 millions de personnes déplacées, dont 2,2 millions seulement au nord-est du Nigeria. Et soyons clairs, ça c'est qu'une toute petite partie, parce qu'il y a de grandes parties de 4 pays auxquels on n'a pas accès ou on n'a pas les chiffres exacts. Et notamment, ces chiffres incluent aussi les 75 000 qui ont été déplacés suite aux attaques à Bosso, qui étaient mentionnées par mes collègues ici. On a aussi, à ce moment-là, 180 000 réfugiés nigériens dans les 3 pays voisins. On a des décennies, voire des centaines de millions de populations hautes
qui a montré une solidarité extrême et énorme vis-à-vis ces réfugiés, vis-à-vis les déplacés, mais aussi la population locale qui souffre vraiment des effets du conflit, de la violence, parce que le commerce était coupé, ils ont perdu leurs moyens de subsistance. Donc voilà. Et en plus de ça, on parle quand même d'une grande partie du Sahel. On a dans les 4 pays plus que 6,7 millions de personnes qui souffrent de l'insécurité alimentaire sévère, c'est-à-dire qui ont besoin d'une assistance alimentaire maintenant. Donc ça, c'est pour moi partie pour l'état des lieux, parce que je pense qu'on aura occasion dans la prochaine partie de parler vraiment comment répondre conjointement suite à cette situation qui est vraiment dramatique au niveau humanitaire. Mais vous, en termes de capacité de déploiement, vous pouvez accéder au terrain, vous avez accès aux populations et aux victimes dont vous venez de donner les chiffres, ou bien c'est vraiment à distance que vous pouvez intervenir ? Nous, la Commission européenne travaille seulement avec des organisations internationales humanitaires qui ont vraiment accès aux populations. Donc, pour l'instant, le montant pour cette année est à 57 millions d'euros, qui est important, mais qui est vraiment rien comparé avec les besoins qui sont là. Mais ça correspond aussi à une grande partie à l'aide qu'on peut vraiment fournir aux populations sur base d'une approche transparente et sur base d'une analyse de besoins. On constate quand même, et on est très, très content, depuis la fin de l'année dernière, il y a beaucoup plus d'organisations internationales qui se sont installées et qui ont développé leur capacité opérationnelle de mise en œuvre, surtout dans le nord-est du Nigeria, mais aussi à l'extrême nord du Cameroun. Donc, on a maintenant vraiment beaucoup plus d'opportunités de vraiment pouvoir allouer des fonds et fournir une aide à ces populations extrêmement vulnérables. Ok, oui, j'ai entendu par exemple que Médecins sans frontières, en quelques mois, a engagé 600 personnes sur le terrain au nord du Cameroun. C'est à peu près d'employés MSF. Du côté du développement, Hélène Vidon, quelle est votre marge de manœuvre à vous ? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui sur place ? Qu'est-ce que vous êtes en mesure de faire ? Alors, c'est une question. Alors, déjà, peut-être pour continuer sur cet aspect état des lieux, rappelez qu'en fait, au départ, quand il y a eu cette crise Boko Haram, des acteurs nous le disaient encore à DIFA il y a 3 semaines, tout le monde s'attendait à ce que cette crise ne dure pas, que ce soit une crise courte. Et les gens, c'est ce qui a aidé d'ailleurs à l'extrême solidarité que Suzanne évoquait entre les populations hautes et les populations déplacées, puisque la plupart des déplacés ne sont pas dans des camps ou des zones d'accueil, ils sont auprès de communautés parentes ou de gens avec qui ils ont des liens. Mais maintenant, les gens se rendent compte que cette crise dure et aussi bien les populations hautes que les déplacés voient leur vulnérabilité augmenter. Et donc, au-delà de l'aide d'urgence pour laquelle les gens sont reconnaissants, ils disent des déplacés au Tchad nous disaient nos parents nous aident, on est content, on reçoit de l'aide humanitaire, on est content, mais nous, ce qu'on veut, c'est être en mesure de produire nous-mêmes les moyens d'assurer notre survie. Donc, production agricole pour produire les aliments ou en tout cas développement d'une activité économique. Donc l'approche développement, en fait, elle vise en parallèle à cette aide humanitaire qui reste bien sûr extrêmement indispensable, à travailler sur redonner cet accès aux gens ou améliorer cet accès aux gens à de l'activité économique qui leur permette de prendre en charge leur propre subsistance. Donc c'est quelque chose qui est, on va dire, en cours de démarrage. Donc qu'est-ce qu'on fait déjà pour le moment ? Pas encore grand-chose. Il y a effectivement des ONG sur le terrain qui ont commencé à mener, au-delà des actions d'urgence pure, des actions de résilience, redonner du petit bétail aux familles, remettre en place un peu des activités agricoles. Mais maintenant, l'idée, c'est de passer à l'échelle. Et ce constat est partagé donc aussi bien par les autorités locales que par les populations et que par les acteurs de développement. Donc c'est évidemment pas très simple puisque comme pour l'humanitaire, la sécurité va être une contrainte, l'accès au terrain dans certains cas va être une contrainte. Donc ça impose de réfléchir à des modes d'intervention qui sont peut-être un peu nouveaux et auxquels il va falloir qu'on s'adapte. Vous parlez au futur, ça veut dire quels sont les endroits où vous êtes et où vous serez ? Alors l'idée de développement, c'est que bien sûr, on ne peut pas intervenir sur un site qui est en pleine crise pour faire des actions de long terme. Donc l'idée est plutôt de travailler en périphérie de la crise, dans des zones qui sont de relative stabilité, qui sont des zones d'accueil pour ces populations déplacées qui sont venues se mettre à l'abri en sortant des zones de crise. Et c'est sur ces zones-là que les priorités d'intervention vont être fixées. Ok. Merci. Toujours dans l'idée de l'état des lieux, Marc-Antoine, le Boko Haram, au fond,
a conquis des territoires jusqu'à assez récemment et ne les a jamais administrés. Comment est-ce qu'il faut comprendre ça? Et est-ce que aujourd'hui on a affaire à un groupe, comme vous le dites, qui est en mode de survie, en mode de voilà, ou est-ce que il garde une capacité d'organisation? Est-ce qu'on sent une coordination entre les différents mouvements, entre les personnes qui sont cachées dans les cuvettes du lac Tchad et ceux qui peuvent rester sur le territoire nigérian? Comment vous voyez aujourd'hui, comme état des lieux, la structure Boko Haram? Est-ce qu'elle reste unifiée ou pas? Difficile de vous répondre parce que je ne la vois pas, la structure Boko Haram, c'est un peu mon souci. C'est-à-dire que depuis l'exécution extrajudiciaire par la police nigérienne en 2009 de Mohamed Youssouf, qui était le fondateur de la secte, effectivement, il n'y a jamais eu un vrai commandement central. Aboubacar Shekau était une des figures qui est apparue à un moment dans les vidéos, donc c'est lui qui était célébré. Mais là, on voit que le groupe est complètement déstructuré, que non seulement il n'avait pas la capacité à gérer du territoire, au-delà de défaire par défaut une armée qui de toute façon ne combattait pas face à lui, mais il n'y avait pas cette capacité d'administration. Il n'y a pas beaucoup d'ingénieurs, de docteurs dans les rangs de Boko Haram qui permettraient non seulement de tenir du territoire, mais également de le gérer. Alors il y a quand même aussi un autre point qu'il faut bien comprendre, c'est pourquoi Boko Haram tenait du territoire. C'est parce qu'en face, il n'y avait rien. C'est quand même important de le dire. Et là-dessus, je crois que c'est aussi important, et j'espère que les acteurs de l'urgence vont prendre le temps de faire cette analyse, de comprendre qu'aujourd'hui, une des raisons de la malnutrition dans la région, c'est pas que Boko Haram. Et on ne peut pas comprendre Boko Haram si on ne met pas en regard les atrocités du groupe avec les atrocités commises par les forces armées de la région. Alors je vais m'expliquer pour les acteurs du développement que vous êtes. Il y a des sanctions économiques qui sont mises en place, par exemple par l'armée du Niger, qui interdisent la production agricole dans la région de Difa. Donc on ferme la frontière avec le Nigeria, qui a écoulé 80% de la production agricole de la région de Difa. Donc les gens, ils font quoi pour manger? Là, il y a un mois, donc j'étais à Maiduguri, j'ai interviewé une personne qui a réussi à s'échapper du petit port de Baga, qui est très connu parce qu'à un moment c'était une base de la coalition internationale, et puis il a été attaqué d'abord par Boko Haram, puis par l'armée, puis repris. Enfin, il y a toute une histoire autour de ce petit port de Baga sur le lac Tchad. Actuellement, il est complètement verrouillé par l'armée. Donc là, les gens ne peuvent plus sortir, ils ne peuvent plus rentrer, les vivres ne passent plus, ils n'ont plus le droit d'aller pêcher. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont faim là, ils ont faim. Donc il n'y a pas que Boko Haram qui est responsable de la situation de malnutrition, et il faut bien prendre en compte également qu'il y a quand même un détournement très important de l'aide alimentaire. Ça, c'est important aussi de le dire. Donc oui, ok, MSF est allé dans le nord du Cameroun, mais MSF, ils ne sortent pas du borne rural, ils n'ont pas la capacité à aller, c'est-à-dire ils sont dans les camps juste limitrophes autour de la ville de Maiduguri, et tout le monde va aller, comme d'habitude, avec l'aide humanitaire d'abord sur les villes, parce que c'est plus facile en termes d'accès, mais dans le monde rural, on ne sait pas ce qui se passe. Le CICR envoie des camions qui de temps en temps pètent sur une mine, mais on ne sait pas très bien, en réalité, si la nourriture va bien là où elle devrait aller. Ce qu'on sait, en revanche, et on a de nombreux témoignages dans les camps qui quand même le disent, il faut le prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui on estime qu'il y a 10% de la population déplacée dans la région du nord-est du Nigeria, le Borno essentiellement, qui est la plus peuplée sur les 4 pays, donc 10% de cette population déplacée qui est dans des camps. Alors on pourrait imaginer que c'est parce qu'ils n'aiment pas les camps, etc. Mais non, c'est parce qu'il n'y a pas assez à manger ou il n'y a pas à manger du tout dans les camps parce que la nourriture est détournée. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles, alors après on va dire c'est formidable la solidarité africaine, les gens ne vont pas dans les camps parce qu'ils préfèrent jouer les liens lignagés. Oui, mais il y a quand même un gros problème, si vous voulez, au niveau de l'administration des camps et un problème d'accès également. C'est-à-dire que les camps sont verrouillés par l'armée avec le NEMA et la SEMA qui sont les agences d'urgence de l'État nigérian et qui empêchent qu'il y ait des vérifications indépendantes. Alors il y a quelques endroits autour de Maiduguri où les acteurs humanitaires parviennent à aller. Mais encore une fois, dans le monde rural, là, il y a un gros problème. Donc si on veut bien comprendre le périscope des enjeux aujourd'hui pour une aide d'urgence alimentaire, il n'y a pas que Boko Haram dans le viseur, il y a également l'armée. Et là, il y a un souci. Il faut travailler là-dessus également. Il y a ce parallèle assez terrible entre les deux armées que sont celles du Nigeria, qui a quand même, c'est illustré par beaucoup de violence et de répression très dure. Et puis aujourd'hui, on parle beaucoup du BIR, donc les forces spéciales camerounaises, qui elles aussi se montrent d'une très grande cruauté dans leur façon de se déployer. Qu'est-ce que, Christian, vous pouvez nous en dire ? Voilà, on a fait un grand pas en avant, là, parce que, si déjà on aborde le problème des armées, c'est ça, on est d'accord. Bon, moi, d'après ce que j'ai... Et on est filmé. Et on est filmé. D'après ce que j'ai cru comprendre et l'évolution, c'est que de cette armée par rapport à Boko Haram.
On a 3 armées, l'armée tchadienne, l'armée nigériane et l'armée camerounaise, celle du Niger aussi, qui a de nombreux morts maintenant, donc on a bien, qui n'ont absolument pas la même approche de l'objet Boko Haram, et qui n'ont pas non plus des directives pour agir. C'est-à-dire, vous avez un village dit Boko Haram, vous avez des combattants Boko Haram, on les détruit, on les tue, ce sont des combattants. Et puis il y a la mouvance qui est autour. Il y a les femmes qui étaient là comme cantinières, comme agents qui sont. Il y a les villageois qui sont là. Il y a les que font-ils? Il y a les petites mains qui sont là aussi. Il y a toujours ces écoliers avec leur sébille qui ont plus la. Est-ce qu'ils ont encore la sébille en main ou est-ce que ils ont la Kalachnikov? On ne sait pas que faire. Et l'armée nigériane pense une chose. Elle pense que ces gens qui sont là ont été, c'est leur terme, contaminés. Donc, on ne peut rien avec ces gens-là. Donc, on liquide tout, parce qu'il faut quand même voir les choses en face. Le Bir et l'armée camerounaise, elle avait une autre approche. Elle dit, bon, ça doit être des otages. Et le Bir, jusqu'à ces tout derniers mois, faisait, même quand il était au Nigeria, libérer les gens. Tuer les Boko Haram, si je veux dire, et les gens s'empressaient de passer la frontière camerounaise de l'autre côté, au Cameroun. Mais qui était-il vraiment? Problème. Donc maintenant, le Bir, qui est une armée dans l'armée, comme vous le savez, au Cameroun, semble-t-il, est revenu sur l'idée qu'on ne peut rien faire avec ces gens-là, qu'on ne peut pas les récupérer. Et là, il y a un très gros souci. Le Tchad, il laisse à ses commandants le choix de faire sur le terrain ce qu'ils veulent. Donc pour l'instant, on se retrouve avec quand même ces 4 armées qui n'ont pas du tout les mêmes comportements par rapport à l'objet Boko Haram. Et de votre expérience, est-ce qu'il y a une des approches qui est plus pertinente que d'autres? Ça, c'est une question perfide. Hein, je veux dire, non, moi, j'ai aucune idée là-dessus. Je veux dire que on a diabolisé aussi Boko Haram. Et même nos médias se sont chargés aussi de très sérieusement le faire. Donc, si on dit qu'on n'a pas on ne peut plus les récupérer. Au nom de quoi? Au nom de l'inhumanité qu'ils représentent et que nous avons également chez nous construit. Je ne sais pas ce que Marc-Antoine peut dire là-dessus. Il peut dire des choses mieux que moi. Je peux me permettre de rajouter d'ailleurs un point là-dessus, mais qui va dans le sens aussi de ce que dit Christian. C'est-à-dire que nous, on a un décompte sur le Nigeria. C'est un projet de recherche qu'on a démarré il y a 10 ans. On a un body count du conflit. On a 33 000 morts dans ce conflit, mais uniquement du côté Nigeria. Il y en a la moitié qui sont tués par les forces de sécurité, l'autre moitié par Boko Haram. Donc il faut bien mettre en miroir un petit peu les choses, si vous voulez. Alors là, le Cameroun, mais c'est l'armée, apparemment c'est pas les birs, a effectivement commis un massacre il y a 3-4 mois dans la collectivité locale de Gwoza au Nigeria. J'ai interviewé des survivants. Donc il y a eu 181 personnes villageois qui ont été tuées. Et là, c'était de la rétorsion. Donc c'était pas... Là, malheureusement, il y avait une nigérianisation de l'armée camerounaise. Je crois qu'il importe de le dire, parce qu'effectivement, il faut le savoir, quand vous tuez des vieux de 70 ans, on peut me dire que c'est des combattants quand même. Il y a un droit international humanitaire qui existe. Les partis, je veux dire, les États membres de la région sont signataires de ces conventions de Genève. Donc en principe, ils sont censés les respecter, ces conventions. Je veux dire, des combattants de 70 ans, non, c'est pas possible. Donc quand on tue ces civils, on sait qu'on génère derrière du ressentiment. Non seulement il n'y a pas de coopération avec des troupes qui sont perçues comme des troupes d'occupation. Je ne sais pas si c'est comme ça au Cameroun, mais au Nigeria, par exemple, il y a une règle interne qui fait que si vous êtes un soldat Kanuri du Borno, on va éviter de vous poster dans le Borno pour éviter les collusions locales. Donc c'est des gens qui sont envoyés depuis d'autres régions du Nigeria, qui ne parlent pas les langues locales, dans une région qui justement parle très très peu anglais, parce que c'est une des moins éduquées du Nigeria. Donc il y a une incompréhension manifeste. Les soldats ont peur de la population locale, qui a peur elle-même des soldats. Donc il y a vraiment de très mauvaises relations civiles-militaires. On croyait que ça allait s'améliorer avec l'élection de Buhari, ça s'est un petit peu amélioré, mais malheureusement il y a toujours des problèmes. Et le problème aussi, et ça on l'a bien vu sur la période 2013-2015, c'est que quand l'armée nigériane brutalise les civils, et quand je dis brutalise, c'est une sorte d'euphémisme, hein, ça peut être aussi en prison où on est torturé à mort, effectivement vous créez du ressentiment et vous avez des gens qui du coup, et notamment des jeunes, qui soit vont rejoindre les rangs de Boko Haram pour venger leurs parents tués par l'armée, soit vont rejoindre les rangs de Boko Haram parce qu'ils ont peur à leur tour d'être attrapés
et torturés à mort. Et donc là, on est dans une espèce de... Et moi, c'est ma grande inquiétude aujourd'hui sur la coalition internationale. C'est attention, je ne le dis pas d'un point de vue d'un militant des droits de l'homme. Je dis c'est parce que c'est contre-productif. Vous générez du conflit. Donc aujourd'hui, on a une espèce de paradoxe total entre la mise en récit de Boko Haram liée à Daesh ou je ne sais pas quoi, le grand djihad global, et puis en fait sur le terrain, une espèce de conflit qui est en train de pourrir, se criminaliser, se dissoudre dans plein de petits règlements de compte avec une société qui est complètement déchirée, où dans une même famille, vous en avez un qui combat pour la milice des CGTF, l'autre qui est dans les rangs de l'armée, l'autre qui est dans Boko Haram, etc. Ça va être très très compliqué à résoudre. Et effectivement, tant qu'on a ces brutalités qui se perpétuent, on nourrit le conflit. Quand même, il faut le dire, ça. Le massacre auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, c'était un droit de poursuite camerounais sur territoire nigérian, c'est ça? Alors, d'après les récits qui sont faits par un survivant, c'est en fait une représaille parce que l'armée camerounaise avait été prise en embuscade peu de temps auparavant. Et que du coup, elle est allée se venger. Voilà, c'est comme ça que ça m'a été présenté. Je pense que je ne suis pas le plus professionnel pour en parler. Je pense que les organisations de défense des droits de l'homme se saisiront de ce dossier pour voir exactement ce qu'il en est. Moi, simplement, mon inquiétude stratégique, c'est qu'effectivement, on continue d'avoir ces effets néfastes sur la gestion du conflit. Donc il y a une amélioration très claire à avoir sur le type de réponse militaire qu'on peut avoir face à Boko Haram. On sait tous, et là je crois que personne ne me contredira, qu'il faut effectivement pas simplement l'usage de la force, mais également de l'aide au développement, un package social. Bon, il y a tout un travail à construire sur ce plan, là on est bien d'accord, la force seule ne suffira pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout de réponse militaire, mais la réponse militaire, il faut considérablement l'améliorer à la fois pour éviter ces abus qui nourrissent le conflit, mais également sur ce que disait Christian, sur la coordination entre les États de la région, parce qu'ils ont chacun des intérêts qui peuvent être différents, et ils ont des modes opératoires aussi qui peuvent être, ou alors des tactiques qui peuvent être différentes. Donc il y a un peu là-dessus, sans parler du fait que, comme tu le disais très justement, l'armée tchadienne, elle est très bonne dans le désert, dans le sable, mais alors dans le lac Tchad, c'est plus dur. Oui, juste, on va passer aussi aux solutions, aux possibilités de lutter par des programmes de développement et autres, mais le droit de poursuite, de traverser la frontière, etc., c'est quoi l'état des lieux de ça, justement? Quels sont les accords qui ont été négociés pour l'armée nigériane de passer sur territoire camerounais ou vice-versa? Pour les Tchadiens, on sait qu'ils peuvent entrer désormais au Nigeria. Je commence, mais je pense que c'est Marc-Antoine qui en sait plus que moi là-dessus. Non, juste, je voulais dire une chose qu'il faut savoir, c'est que ces armées-là ne sortent pas la nuit. Donc la nuit, c'est Boko Haram. Là, vous avez une garnison, elle est à Mora, elle entend des coups de feu à Amchigé, ils ne vont pas sortir. Le matin, on va avoir un rassemblement réglementaire, et dans la matinée, plan-plan, on va aller voir le résultat de la nuit. Comment voulez-vous que les populations se sentent protégées? Boko Haram, c'est la nuit. À Bosso, même chose. Ils sont intervenus le matin. Et ça, c'est une grosse affaire. Alors, pour le droit de poursuite, à l'époque où c'était le Tchad qui s'en était occupé, c'était très simple. Ils revenaient gentiment, les Tchadiens, sur la frontière. Ils avaient pris des villes secondaires plus au sud. Et comme l'armée du Nigeria ne se pressait pas, Boko Haram revenait dans la Kukawa, revenait là, dans la ville. Donc au bout d'un moment, les Tchadiens se sont dit, mais attendez, on va continuer à faire le yo-yo comme ça si le Nigeria ne suit pas, parce qu'on a un gros problème. Quand même, les riverains, ils ont un gros problème avec le Nigeria. Je veux dire, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent de leur côté, mais toi, tu dois en savoir mieux là-dessus que moi, sur ces espèces de poursuites, pas poursuites, qui fait quoi. Mais en gros, les Tchadiens ont le droit d'aller partout. Ils sont allés au Niger. C'est les premiers qui ont eu le droit, alors que les Camerounais ne l'avaient pas. Maintenant, les Camerounais l'ont et ils saisissent ce droit, alors que les Tchadiens sont retirés parce qu'il y avait les élections présidentielles, etc. Mais il y a un point où je voudrais aussi continuer et développer par rapport à ce que vient de dire Christian, qui est très important, parce que ça nous renvoie encore à l'idée, attention à cette représentation de Boko Haram comme un groupe terroriste qui commet uniquement des attentats. On est bien dans une petite guerre, comme on les appelait autrefois. Donc effectivement, on est dans un phénomène assez classique. La nuit appartient aux insurgés, le jour c'est le gouvernement, et le gouvernement tient les villes, et puis les campagnes c'est les insurgés. Et là-dessus, on voit bien qu'on est, il faut revenir à peut-être des tactiques contre-insurrectionnelles qui sont différentes de la lutte contre le terrorisme. C'est-à-dire le fait de considérer Boko Haram uniquement comme un groupe terroriste, à la fin, nous perd quelque part. Vous voyez, il y a un peu un souci de ce point de vue. Sur les droits de poursuite, très rapidement, au départ, c'était négocié sur à peu près 8-10 km, je crois, de part et d'autre. À ma connaissance, je dis bien à ma connaissance, je ne crois pas savoir que l'armée nigériane ait utilisé ce droit de poursuite.
En revanche, le Tchad est effectivement au départ à la manœuvre, beaucoup. Le Niger un petit peu sur Damassek, je parle de début 2015 là. Et ensuite, les Tchadiens se sont retirés du Nord Cameroun. Ils n'étaient pas contents parce que justement les Nigérians ne prenaient pas le relais. C'est-à-dire que ce que vient de dire Christian, c'est ça. Ils attaquaient, je ne sais pas, Dikwa. Ils prenaient Dikwa, ils s'en allaient. Et puis ensuite, Boko Haram revenait. Donc ils avaient l'impression de coup d'épée dans l'eau, vous voyez. Donc ils sont repartis. Et aujourd'hui, c'est plutôt les Camerounais qui sont à la manœuvre, mais plus au sud, vous voyez, dans la région de Gwoza, sur les monts Mandara. D'accord. Et l'aide humanitaire, c'est de jour ou de nuit? Voilà. D'abord, je pense que c'est bien l'aide humanitaire parce que bon, c'est pas seulement l'aide alimentaire, mais c'est vraiment aussi les aspects du droit humanitaire international. C'est appuyer cette coordination entre civils et militaires. Tout le thème qui a été mentionné, c'est la protection de populations vulnérables. Par exemple, on a eu des cas au Tchad où, à cause des opérations militaires, des communautés entières ont dû quitter leur endroit sans pouvoir être capables d'amener avec eux le bétail et les autres moyens de vie. Donc, si on fait des choses de ce genre-là, on crée encore plus de vulnérabilité qui existent encore. Donc, l'aide humanitaire, ça couvre aussi ces aspects-là, jour et nuit, oui. Malheureusement, ce n'est pas la malnutrition qui est le seul problème. Le problème fondamental, et je reviens à mon intervention de début, le problème fondamental est qu'on part sur une base où il y a un abandon complet en termes des infrastructures, des services de base, qui a déjà créé pendant des décennies une vulnérabilité énorme, une susceptibilité des populations pour être utilisées pour certaines fins, mais maintenant qui crée vraiment des problèmes énormes en termes de l'insécurité alimentaire sévère et de la malnutrition aiguë. Donc vraiment des choses qui requièrent une réponse d'urgence. Il y a aussi des besoins énormes en termes d'accès à la santé primaire, de l'eau et sanitation, et tout ça, de nouveau, a donc un impact sur le taux de la malnutrition. Donc, de nouveau, je pense il est vraiment important, oui, l'aide humanitaire, il la faut, mais il faut qu'elle soit accompagnée avec des actions à plus moyen terme pour fomenter la résilience. Ça sent toujours bien, fomenter la résilience. C'est quoi? C'est vraiment donner quelques perspectives aux populations les plus vulnérables afin qu'ils puissent reprendre leur vie et être un peu être un peu plus résistant aux chocs qui vont venir. Mais je voudrais quand même revenir sur une remarque qui était faite parce que je n'aime pas vraiment les remarques qui sont larguées comme ça, c'est le détournement de l'aide. Je pense qu'il est très important qu'on ne lâche pas de choses comme ça. Il faut vraiment être spécifique. Est-ce qu'on parle de l'aide du gouvernement qui n'arrive pas? Est-ce qu'on parle des autres types de l'aide? Parce que là, il faut vraiment faire très attention. On est dans un contexte très difficile. Comme bailleur de fonds, on a une responsabilité qu'on prend très au sérieux. Donc voilà, je veux pas rester qu'on laisse ça sans le clarifier. Et un dernier point, et ça doit être le premier point, et bon, on parle Boko Haram, on parle développement, mais on ne parle pas du tout de qui a la responsabilité primaire pour prendre en charge les besoins de la population qui est affectée. Et ça, c'est clairement le gouvernement de la région. Donc, il faut vraiment qu'on travaille conjointement, les acteurs de développement, les humanitaires, les gouvernements, avec le message politique, pour passer ce message au gouvernement aussi. C'est leur responsabilité d'abord de prendre en charge le besoin humanitaire de la population concernée. Bien sûr, étant donné la dimension de la crise que j'ai évoquée, il faut que la communauté internationale complémente. Mais ce message, je ne l'ai pas encore entendu et pour moi, c'est vraiment un message clé à passer.
Ok, j'ai l'impression que Marc-Antoine veut préciser ses idées sur le détournement de l'aide. Oui, alors vous avez tout à fait raison, l'aide humanitaire, c'est pas uniquement l'aide alimentaire. Donc moi je vous parlais de mes témoignages sur le fait que les déplacés dans les camps vous disent que c'est 3 camions sur 4 de nourriture qui finissent au marché noir. Bon, après on peut dire qu'ils mentent si vous voulez. Après d'où ça vient exactement? Je pense que MSF qui travaille, en fait les 2 gros leaders humanitaires sur la région de Maïdougouri, moi je parle du côté Borno, hein, c'est le CSR et le MSF. Et MSF prend toujours soin, et également le CSR, effectivement, de vérifier et d'aller sur place. C'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'ils ont un souci pour aller dans le Borno rural. Ils envoient de temps en temps des colonnes, mais c'est difficile d'envoyer quelqu'un vérifier pour voir exactement ce qui se passe, même si c'est effectivement en train de se développer. Alors, ces détournements de l'aide alimentaire, est-ce qu'ils sont le fait des organismes internationaux ou de l'aide nationale à travers la NEMA et la SEMA? Ça, je ne peux pas vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, ce détournement affecte la capacité des populations dans les camps à avoir des vivres. Ça, c'est indéniable. Je ne crois pas qu'on puisse le nier. La deuxième chose, c'est que, effectivement, l'aide humanitaire, c'est pas que de l'alimentaire. Donc, il y a aussi des aspects très financiers. Par exemple, jusqu'à très récemment, au Nigeria, le taux de contrôle d'échange, si vous importez des devises, vous êtes obligé de le changer au taux officiel à 200 naira pour 1 euro. Et au marché noir, vous le changez à 370. Donc ça veut dire que quand vous avez un budget humanitaire, que ce soit les ONG, que ce soit les UN ou d'autres, ou l'Union européenne, vous êtes obligé de changer au taux officiel, mais ensuite vous avez des gens derrière qui profitent, vous voyez, de ce différentiel sur les taux de change. Et le détournement, il se joue aussi là. Mais c'est pas que pour l'aide humanitaire, ça vaut aussi pour le pétrole, ça veut dire pour toutes les transactions, si vous voulez, dans un des pays qui est quand même classé, excusez-moi, le Nigeria, comme étant un des plus corrompus du monde. Je vois pas comment, dans cet environnement, il ne pourrait pas y avoir de détournement de l'aide. Hein. Ça me paraîtrait quand même assez étonnant. Sur le cas du Niger, que je connais aussi un petit peu, ce qu'on voit, et ça explique aussi pourquoi les sanctions économiques vont impacter énormément sur les populations civiles et sur le développement aussi. L'idée, quand le Niger, l'armée du Niger, après avoir été attaquée dans les îles du lac Tchad, a évacué 25 000 civils, c'était au départ que le HCR puisse ravitailler ces populations dans des camps. Donc on les mettait sous perfusion alimentaire au nord de Difa. Le problème, c'est que la règle, c'est que le HCR ne peut se déplacer dans la région que sous escorte militaire, et que le gouvernement nigérien disait, mais écoutez, là actuellement on est débordé par la guerre, on ne peut pas vous fournir ces escortes. Qui entre nous soit dit, sont rémunérés par le HCR, qui chaque année consacre plus de 5% de son budget à payer ces escortes, à payer l'armée nigérienne qui escorte les convois du HCR dans les camps. Bon, après, vous appelez ça du détournement, pas du détournement. En tout cas, il y a toute une économie politique de l'aide humanitaire, et on est nombreux à avoir travaillé sur ces questions, qui me semblent difficilement niables. Hein. Donc, l'humanitaire est une ressource parmi d'autres dans le conflit. C'est pas la ressource forcément majeure, et j'ai pas l'impression, alors ça c'est très intéressant, qu'il y ait beaucoup de détournements de la part des insurgés. Alors ça c'est très étonnant par rapport au cas de la Somalie, vous voyez. Les détournements c'est plutôt au niveau des officiels, NEMA, SEMA, d'après ce que j'entends dire dans les camps, mais à vérifier évidemment. Suzanne, vous voulez répondre à ça ou on passe à la suite ? Passons à la suite. Non, il y avait une des choses, c'était, on a évoqué au début, ces razzias d'un peu de subsistance. C'est-à-dire ils ont faim et ils attaquent certains endroits pour simplement se nourrir. Est-ce que c'est un peu une explication majoritaire pour les cas des attaques que vous voyez, ou est-ce qu'il y a aussi d'autres stratégies ? Moi, je sais par exemple qu'il y a des attaques suicides dans certains marchés qui sont difficilement explicables parce qu'il ne s'agit pas de razzia, il s'agit de faire régner une terreur dans des lieux qui sont souvent insignifiants. Et je crois qu'une partie des acteurs sur place, et notamment au Cameroun, tente aujourd'hui de comprendre pourquoi Boko Haram fait exploser des gens dans des marchés qui sont sans importance du point de vue de la taille du marché ou du village, etc. Est-ce que vous avez une explication là-dessus ? Il y a rien qui n'est pas d'importance en ça. Il se ferait pas exploser aussi. Surtout, c'est des petites de l'école coranique, ou c'est plus rarement des jeunes garçons. Non, on a beaucoup souffert jusqu'à présent d'avoir chaque fois des attentats sans jamais connaître où ça s'est fait exactement, contre quelle communauté, et on était complètement aveugle. Et donc, c'est ce qui a fait que cette inhumanité que j'évoquais a continué. Ils faisaient ça pour rien, parce qu'ils étaient ignobles. Alors qu'en fait, il y avait chaque fois un but assez précis. Pour les clés que j'en ai, moi, sur le nord du Cameroun,
Pour Marois, par exemple, les attentats qu'on a eus, il y avait un attentat qui était devant le RDPC, donc clairement c'était le parti au pouvoir. Un attentat dans le Boucan qui était un saré à Bilbil, donc de là où on buvait de la bière de mille, et où il y avait les populations qui sont des populations plutôt chrétiennes ou plutôt animistes et qui sont très importants dans les contingents de l'armée dans le Nord. Donc on savait très bien ce que l'on voulait toucher. En tout cas, les populations comprenaient ça. Donc, les populations comprenaient des choses que journalistes ou chercheurs, nous ne comprenions pas. Donc, c'était ça. Mais là encore, j'ai l'impression, je suis tenté de dire que ceux-là, on les aurait compris. Il y a beaucoup d'attaques aussi qui sont dans des petits villages qui font 20-30 morts et qui nourrissent en blessés les camps de MSF dans le Cameroun. Alors, est-ce que c'est une question de faire payer à certaines communautés des taxes, etc. Et s'ils ne payent pas, ils subissent des attaques. C'est ça. C'est-à-dire que c'est dans Boko Haram et dans le combat de Boko Haram, il y a les sous-combats, les sous-batailles qui se jouent sous le couvert de Boko Haram. Si on reprend l'exemple de Kamanga, là où les Nigériens ont été chassés de leur île, on voit qu'il y a eu, 50, je crois, soldats qui ont été tués, et 28, si mes souvenirs sont exacts, villageois, par des étudiants qui travaillent par là et que l'on encadre. On apprend que ces villageois sont des mobbeurs qui sont venus au moment de la Koumadougou Yobe, au moment où l'eau s'était retirée de la cuvette nord, et les Boudouma, ou Yédina, les populations du lac, étaient revenues sur la Grande Barrière. Quand l'eau est revenue, les Yédimas ont repris leur terroir et ont dit aux mobbeurs, mais retournez chez vous. Et en plus, leurs cantons sont commandés par des mobbeurs ou des gens qui sont sur la rive. Donc on voit bien que là-dedans, il y a un conflit, donc on tue des soldats de l'armée impie du Niger, et puis on fait comprendre aux mobbeurs qu'il faut qu'ils reprennent et qu'ils retournent chez eux, et que les Boudouma reprennent leur... Par exemple, mais je crois que... Marc-Antoine, il peut... De rejoindre là-dessus sur d'après ce que j'entends dire à Difa ou à Maïdougouri, quand je parle, et effectivement, je pose des questions. Pourquoi ces attentats suicides? Il y a 3 types de réponses qui me sont proposées. Il y en a un, c'est le message. L'autre, c'est la vengeance. Et le troisième, c'est une raquette de protection. Alors, le message, c'est dire effectivement, d'abord, on est toujours là. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des attentats suicides qui n'ont pas, et il y en a eu quand même il y a encore 2 ans sur Abuja, sur des gares routières. Il n'y a pas d'intérêt économique, ça ne vise pas une position stratégique. Mais c'est un coup de poing médiatique pour dire le groupe existe toujours, arrêtez de dire qu'il est techniquement défait, c'est faux. Le deuxième point, donc, c'est la vengeance, et on voit qu'il y a il y a de plus en plus de femmes qui commettent aussi des attentats suicides. Alors on dit que, mais c'est pas possible de le vérifier ex post, que ces femmes se vengent de leurs maris torturés à mort par l'armée, ou de leurs enfants, ou de leurs parents. Donc il y a aussi un phénomène de vengeance, qui va certainement de pair avec de l'endoctrinement, avec... il ne faut pas complètement éliminer tous les aspects religieux dans cette histoire. Hein. Ça, je ne veux pas non plus bercer dans l'excès inverse. Et puis le troisième, c'est la raquette de protection. Par exemple, on parlait tout à l'heure du port de Baga. Il y a à Maïdougouri un petit marché, il était gros, Baga Fish Market, où il y avait régulièrement des attaques, et puis il y a eu ensuite différentes formes de pression qui étaient exercées en fait pour que les commerçants payent. Donc l'attentat suicide peut être aussi un moyen de forcer une communauté à payer ou à fournir les jeunes qu'on avait demandé pour aller combattre et faire le djihad. Est-ce qu'il y a une centralisation de ces informations sur... est-ce qu'il y a un endroit qui collecte un peu l'ensemble des attentats, des raisons supposées, Oui, mais... C'est pas une centralisation. Nous, on a un projet qui s'appelle Nigeria Watch qui enregistre tous les événements enregistrés au Nigeria uniquement. Nous, on travaille que sur Nigeria, où il y a le mot Boko Haram. Voilà. Mais c'est pas une centralisation. Et pour les autres, Cameroun, Niger, Tchad? Non, on aperçoit après coup qu'il s'est passé tel événement, mais en particulier, là, on est le plus mal. On est très démunis, c'est sur le lac. Il est évident que l'information ne passe pas. Ça, on ne sait pas où ils opèrent, ce qu'ils font, et c'est une espèce de blackout. Mais déjà, dans les zones qui sont... Moi, je pense qu'on a
puis on a des services de renseignement qui n'en sont pas. Parce qu'au bout d'un moment, dans ce qu'on vient de décrire, vous allez avoir un service de renseignement. Non, vous n'avez que des agents doubles. C'est pas possible autrement. Dans les comités de vigilance et autres, ils ont aussi peur de l'armée, de la gendarmerie, que de Boko Haram. Donc les gens vont être des agents doubles, forcément. Oui, allez-y. Non, parce que vous mettez là justement le doigt sur un vrai problème, cet échange d'informations. Je pense qu'on est tous d'accord, on part d'une crise qui a une dimension régionale, mais en termes d'informations, de réponses, on ne voit pas vraiment une cohérence régionale. Donc c'est ça sur les informations type sécurité militaire, mais aussi sur les réponses humanitaires et autres. Donc ça c'est vraiment une lacune qui m'étonne toujours, parce que voilà, on est là, on parle de la crise de l'Ak-Tchad, et je pense, le peu qu'on sait, on parle toujours que c'est vraiment quelque chose de régional. Donc mais il faut quand même qu'on travaille ensemble aussi pour avoir vraiment cette approche cohérente au niveau régional sur les différents aspects. Oui, peut-être pour compléter là-dessus, je pense qu'effectivement c'est toute la difficulté, parce qu'on a une crise régionale, on sait qu'on a des problèmes qui sont régionaux, on sait qu'on a des régions dans les 4 pays qui ont été longtemps négligées par les États et que ça participe au problème. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a malgré tout des spécificités de contexte qui font que la réponse, même si on dit ben voilà, il faut donner des activités économiques aux gens, il y a une partie de réponse militaire ou autre, la réponse doit être formatée, disons, en fonction des différents pays. On a, même en termes de réponse, on a évoqué les comités de vigilance. Au Tchad, ils sont vus plutôt d'un œil favorable par les autorités locales ou le pouvoir en place. Au Niger, c'est complètement l'inverse. Aussi, pourquoi c'est complètement l'inverse au Niger ? Parce que, au-delà de la crise de Boko Haram, on a d'autres problèmes intercommunautaires qui se superposent, qui sont potentiellement aggravés par la crise ou qui peuvent être masqués par la crise, mais qui viennent comme un facteur de complication de toute la situation et dont il faut tenir compte si on veut arriver à résoudre l'ensemble des problèmes. Il y a une chose qui m'a marqué, on a fait venir au monde il y a quelques semaines l'émir de Kano, Sanusi II, qui est un dignitaire à la fois religieux et un chef traditionnel à Kano, au nord du Nigeria, et qui fait partie des cibles de Boko Haram. Il a subi plusieurs attaques contre lui. Bon, et je crois que c'est vous, Marc-Antoine, qui lui avez posé la question, mais s'il y avait une chose à faire, ce serait quoi à la fin de la conférence? Et il a dit, faites une seule chose, remontez le niveau de l'eau du lac Tchad. Non, et c'était intéressant, mais est-ce que vous, alors agence de développement, et je sais qu'il y a plein de projets hydrauliques, etc., dans la région, est-ce que vous avez des capacités techniques, est-ce qu'il y a des capacités géologiques de faire ça? Est-ce que c'est... Déjà, ouais. Ouais. Non, mais déjà remonter les eaux du lac Tchad n'est pas forcément une solution. C'est la position effectivement de certains dirigeants africains, mais finalement la solution de moyen Tchad ou de petit Tchad qu'on a maintenant est à la limite plus favorable pour les populations sur le plan économique, parce que le retrait de l'eau libère tout un tas de terres qui sont limoneuses, qui sont fertiles, qui sont riches, et sur lesquelles les gens cultivent. On a vu des gens côté tchadien dans les polders qui nous disent on fait 3 récoltes de maïs par an, on met pas un pet d'engrais dedans. Parce que c'est cette situation-là qui le permet. Donc ça n'est pas la solution au problème. En tout cas pas peut-être pour les trois récoltes par an, mais pour Boko Haram c'est plus facile, un lac plus réduit pour pouvoir se bouger, pour pouvoir... non. Si vous accentuez le marécage, qu'est-ce que c'est? C'était les Palo di Grantissemi de ce frère italien déjà au XVe siècle. Donc si vous remettez de l'eau dans le Tchad, vous avez un grand marécage et vous n'avez plus rien, les poissons ne sont pas concentrés, et tout le marnage qui se fait et on pensait que ça aurait pu empêcher Boko Haram, parce que les gens pouvaient vivre, mais d'une façon, mais très bien vivre. C'est-à-dire, vous avez les pêcheurs qui reculent avec les nasses et tout ça, vous avez les éleveurs qui arrivent derrière, qui ont contraint même leur bétail à brouter dans ça d'eau, qui ont transformé même leur façon de pâturer avec les... Et puis derrière, vous avez les cultivateurs qui avancent, mais c'était le rêve. Le rêve d'avoir trois choses qui se déplaçaient sur le même sol et tout. Ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait plus, justement. C'est pour ça qu'on est là, on dit pourvu que ça ne bouge pas pour les populations, que l'eau ne revienne pas. Et finalement, le problème, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur les mesures de rétorsion économique qui ont été mises en place par les États, et c'est particulièrement le cas au Niger, où finalement, les zones qui sont les plus insécures sont les zones qui sont les plus riches. C'est les rivières de la Komadougou où on cultive le poivron.
c'est les rives du lac. Donc c'est ces zones marneuses dont on peut profiter. Donc les agriculteurs, les éleveurs ne peuvent plus y accéder. Les éleveurs pour qui le lac Tchad était une zone de repli en saison sèche, où ils allaient faire paître le bétail, où ils allaient acheter leur maïs, ne peuvent plus y aller. Les termes de l'échange entre les céréales et le bétail se sont dégradés, donc il y a un appauvrissement. Les marchés sont fermés. L'accès au Nigeria, qui était le principal marché d'exportation, notamment pour le bétail, y compris du Tchad, y compris du Niger, n'est plus accessible. Et donc finalement, c'est aussi à ces problèmes-là qu'il faut apporter des solutions. Ok, on va passer peut-être à la troisième partie qui était la question des points d'attention. Et une des principaux, enfin, je pense qu'une des choses, vous m'avez dit d'emblée qu'il fallait dégonfler cette idée-là, mais on a un mouvement Boko Haram qui a fait allégeance à l'État islamique. Cette allégeance s'est pas matérialisée, je crois, par des faits très concrets. Quand on a vu apparaître des combattants subsahariens du côté de l'État islamique en Libye, on s'est demandé peut-être pourquoi ces combattants-là qui venaient du Ghana, du Sénégal et ailleurs avaient rejoint l'État islamique à Sirte plutôt que d'aller rejoindre Boko Haram autour du lac Tchad. Alors, est-ce qu'une jonction est à craindre, je m'adresse à vous deux, entre l'État islamique en Libye pour l'instant et Boko Haram qui bouge autour du lac? Est-ce qu'il y a quelque chose de concret là-dessus? Marc-Antoine. Bon, il faut toujours rester vigilant. Maintenant, c'est loin, Sirte quand même de Maïdougouri. Et Maïdougouri, c'est pas non plus la Syrie. Donc pour les jeunes djihadistes, apprentis djihadistes qui viennent des banlieues européennes, c'est pas non plus un endroit facilement accessible. Et puis la doctrine de Boko Haram est trop délirante, hétérodoxe, même par rapport au salafisme bon teint. Donc déjà sur le plan doctrinaire, il y a quand même aussi beaucoup de soucis. Moi, ce qu'on m'a raconté sur Sirte, moi je suis pas allé à Sirte, donc je vous dis simplement ce qu'on m'a livré sur des gens qui sont à côté de Sirte, c'est qu'en réalité, ça a été une nasse où les migrants, enfin les candidats à la traversée de la Méditerranée, qui venaient de l'Afrique subsaharienne, ont été pris. Et là, et c'était plutôt des chrétiens d'ailleurs. Alors il y avait parmi eux, il y avait quelques Nigérians, il y avait des Sénégalais, il y avait des Ghanéens, etc. Et l'État islamique leur a donné le choix, soit ils se convertissaient et ils combattaient avec eux, soit ils étaient tués. Alors Paris vaut bien une messe, et Sirte vaut bien une mosquée. Donc effectivement, ils sont allés combattre dans les rangs de l'État islamique, mais c'est pas des gens, mais on a eu le même genre d'histoire et d'affabulation sur le nord du Mali, sur un camp d'entraînement, Boko Haram, que vous ayez quelques Nigérians. Le Nigeria est appelé là, c'est en train de devenir le 3e pays le plus peuplé du monde. C'est déjà le 1er pays d'Afrique en termes de population. Donc vous avez des Nigérians en Papouasie-Nouvelle-Guinée, vous en avez en Argentine, donc bon, qu'il y ait des Nigérians en Libye ou dans le nord du Mali, évidemment qu'il y en a. Maintenant, ça veut dire qu'ils sont envoyés forcément par qui d'ailleurs? Par Chekao, dont on pense qu'il est peut-être mort, mais peut-être qu'il n'est pas mort, on ne sait pas très bien. Donc franchement, c'est le genre d'information qu'on voit circuler, qui fait partie aussi, qui est largement instrumentalisé sur le plan politique par certains États africains qui ont besoin de la lutte contre le terrorisme, comme du bon vieux temps de la lutte contre le communisme avec la guerre froide, pour se réinsérer dans la communauté internationale, parce que disons que leur bilan démocratique n'est pas formidable, le bilan de développement n'est pas non plus formidable. Donc là, le terrorisme est une formidable carte à jouer pour du coup se faire réinsérer, se faire admettre comme un allié absolument indispensable dans la région. Donc là, on insiste sur une menace globale, en disant mais si vous ne faites rien, vous les Européens, si vous ne financez pas nos armées, si vous ne donnez pas d'aide au développement, eh bien attention, vous allez avoir d'autres Charlie Hebdo. Mais très franchement, attention, Boko Haram n'est pas du tout dans cette logique-là. Et même contrairement aux Shebab, les Shebab de Somalie ont effectivement une connexion avec une diaspora somalienne. Donc vous avez des combattants somalis de la 2e génération qui viennent des États-Unis, qui viennent de Norvège et qui commettent des attaques contre Westgate à Nairobi. Il n'y a pas ça dans Boko Haram. Il n'y a pas du tout de combattants. Il y a des gens qui viennent, il peut y avoir quelques Touaregs du Nord Mali, il peut y avoir des gens du Darfour au Soudan, parce que ça circule beaucoup dans la région, mais pas du outre-mer, si vous voulez. On n'a pas du tout cette dimension internationale qui est quand même fondamentale pour créer du lien. Donc là, en revanche, moi, je ne serais pas exagérément vigilant sur la probabilité d'une attaque de Boko Haram contre l'émir de Kano quand vous faites une réunion à Paris. Je pense que la probabilité était forte, mais on était quand même fouillés. Oui, mais Christian? Mais là, j'aimerais continuer un peu là-dessus, parce que là, c'est le fantasme, il appartient à tout le monde. Donc les Tchadiens ont également le fantasme de Daesh qui arrive. Là, par exemple, le gouverneur de Bol, pas l'actuel, mais le précédent, avait interdit la pêche sur le lac, tout mouvement sur le lac. Donc on interdisait la pêche sur le lac.
Et il y a des gens qui savent que pêcher, c'est une activité qui rapporte. Donc certains sont partis et sont allés pêcher sur le lac Fitri. Le lac Fitri, c'est à l'est c'est au Tchad, à l'est de Djamena. Il y a un lac qui est alimenté par le Bata et c'est un petit lac Tchad, quoi, qui fonctionne comme ça. Panique chez le préfet. Boko Haram arrive. Donc on a interdit la pêche parce que les mailles du filet n'étaient pas ce qu'il fallait être. Donc, et là-dessus, on a commencé à fouiller les pêcheurs. Et forcément, on a trouvé de la littérature religieuse subversive. Forcément, il y avait un camion qui est passé avec des explosifs. Et puis en janvier, qu'est-ce qu'il y a ? Une ruée vers l'or. 40 000 Soudanais qui arrivent au sud de Yao, du Fitri. Alors là, l'objet, c'est plus Boko Haram, mais Daesh vient, peut-être, point d'exclamation. Et voilà, donc on a là, avec les orpailleurs, un autre souci. Donc on est quand même dans le fantasme aussi. Ok. Autre fantasme qu'on agite peut-être, c'est la Centrafrique. On a là un État qui se relève à peine d'un conflit très, très sérieux. On a un nouveau gouvernement un peu faible. On parle peut-être d'une ambition Boko Haram de s'étendre de ce côté-là. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui soutient ce fantasme-là ? Non, moi j'avais un petit œil sur la Centrafrique, donc j'avais regardé tout ce qui était, en particulier quand les Bororo avec le phénomène de Zargina et tous les migrants Bororo qui ont été chassés de RCA et qui sont passés au Cameroun. Donc on s'est débattu à ce moment-là pour voir quels étaient les poids religieux qui étaient en face, avec jusqu'à la Séléka. Et on s'est aperçu que là, il fallait désamorcer tout ce qui était du religieux pour ce domaine. Maintenant, avec les successeurs, et en particulier de ces fameux Bororo, des Houdahen, des Ontorbe, des gens du Tchad qui reviennent, on s'aperçoit qu'ils durcissent leur position religieuse, alors qu'on n'avait pas ce problème il y a quelques années. Et là, c'est un souci qui arrive. Pour l'instant, on en avait suffisamment à RCA pour ne pas en parler, mais il faut quand même avoir un œil là-dessus. Oui, puis alors sur la Centrafrique, ce qu'il faut voir, c'est que Boko Haram, c'est devenu un label. Donc on vous parle même d'une présence Boko Haram en Gambie, en RDC. Donc c'est vraiment devenu un truc, vous regardez les blogs, il y en a partout du Boko Haram. Donc en Centrafrique, ce qui s'est passé aussi, je vous parlais de l'instrumentalisation politique du phénomène, de la connexion, enfin de la grande menace djihadiste globale. On le voit aussi en Centrafrique, pas seulement par les États, mais par des groupes rebelles. C'est-à-dire que les anti-Balaka disaient, regardez, il y a Boko Haram en Centrafrique, donc il ne faut pas nous considérer comme des criminels de guerre, mais au contraire, il faut nous insérer dans le jeu politique parce que nous sommes chrétiens, donc on va vous aider à lutter contre le terrorisme. Et puis inversement, vous aviez des Selaka qui disaient oui, nous on est Boko Haram, parce que du coup ça veut dire on a une connexion et un soutien avec le Nigeria, très peuplé, il y a de l'argent, donc on est plus important et plus nocif que vous ne pouvez jamais l'imaginer. Donc tout le monde instrumentalise cette question, donc il faut être très très vigilant. Et moi ce que je vois en discutant avec aussi les gens du côté Maghreb, c'est qu'ils sont bien incapables de distinguer qui est un Nigérian d'un Ghanéen. Donc bon, c'est pas parce que vous avez un Nigérian musulman anglophone que forcément il est envoyé par le groupe. Il faut aller un petit peu au-delà. La migration, elle est très importante, mais il ne faut pas voir non plus dans tous les migrants des terroristes. Donc il y a là, si vous voulez, des phénomènes de représentation qu'il convient de déconstruire, je crois. Très bien. Le lien qu'on peut faire, c'est quand même nord du Cameroun, un endroit qui a été longtemps celui des coupeurs de route. Là, le lien Boko Haram avec le banditisme local, il est fait. Il n'y a pas eu de... Oui, là, bon, j'ai écrit là-dessus suffisamment. Merci beaucoup de me poser la question. Oui, pour moi, c'était évident que le fait que ces États-là, non, le Cameroun n'ait pas résolu le problème des coupeurs de route qui avait commencé dans les années 90, que ça allait devenir autre chose. C'était évident. C'est-à-dire qu'il y avait des bandes qui se formaient, des bandes inciviles qui passaient les frontières et qui étaient en train de rôder un système d'encadrement politique et d'encadrement régional. C'était très dangereux. C'était pas un épiphénomène. C'est pas parce qu'on se faisait arrêter par des coupeurs de route, parce qu'on disait ça allait changer, ça va passer. Ça devait toujours passer. Ça n'a jamais passé. Et ces coupeurs de route ont ensuite pris, comme ils disent eux-mêmes, une nouvelle parole
qui a été une parole religieuse. Parce qu'on avait des coupeurs de route, Saïbou Issa a très bien étudié ça, sur la frontière du Nigeria, et ces ex-coupeurs de route font partie actuellement des Boko Haram, de la même façon que autour de la réserve de Voisa, qui n'en est plus une, les Gao et puis les braconniers sont entrés dans Boko Haram, même avec leur Hadaka, ce que tu appelles les damgun, quoi, les un coup. Ils sont aussi là, ce qui fait qu'on ne prend pas que des Kalachnikov qui sont des AK-47 de différentes sources, mais on prend aussi des fusils artisanaux, etc., etc. Et peut-être de même, juste pour compléter, qu'il y a des trafics qui se créent autour de Boko Haram. On a eu un maire à Difa il y a 3 semaines qui nous disait mais Boko Haram devient un fonds de commerce. Et avec apparemment des systèmes de trafic assez organisés. Ok, on n'est plus censé faire du commerce avec le Nigeria, très bien, on y va la nuit avec le bidon d'essence, on pose ça en brousse, on va se remettre derrière le buisson, on fait un signal avec la lampe de poche, il y a un gars qui répond, qui arrive, il prend le bidon, il laisse l'argent. Enfin, voilà. Donc ensuite, il faut faire la part des choses entre ce qui est dit, etc. Mais il y a tout un système parallèle qui se met en place et qui est aussi extrêmement dangereux à moyen terme. Ok, merci. On est arrivé à peu près à 1 heure ici entre nous. On a une autre heure d'échange avec la salle. Est-ce que parmi vous, quelqu'un veut prendre la parole ?